Et maintenant, vous passez la parole si vous avez des questions. Donc, le temps est assez avancé. Est-ce que à poser à nos intervenants? Et voilà. Alors, le rapport que vous avez dit là, qui va sortir en juin, c'est ça, est-ce qu'il sera disponible au public? Non. Mais si, bien sûr. Oui, bien sûr, il sera disponible. On sélectionné les 6 systèmes des réacteurs génération 4, qui sont rappelés 3 réacteurs à neutrons rapides, un HT, un supercritique et un réacteur à sel fondu. Et j'étais à la réunion finale avec Bouchard, où on a choisi... fallait un 6e, il y en avait 5 de choisis, il fallait un 6e système un peu plus, disons, exotique et alléchant et qui fait... voilà, qui permet de... Voilà. Et donc on a considéré un certain... dont les réacteurs à cœur gazeux, dont j'ai pas... Et vraiment, je ne suis pas le seul, hein, enfin, je ne veux pas dire que je suis à l'origine, mais enfin, avec Bouchard, on a vraiment milité fortement pour que ce soit un réacteur à sel fondu. Donc, on va dire que le CEA était contre, parce que c'était, faut pas oublier que c'était une, comment dirais-je, une association internationale avec les Américains, les Japonais, et les Américains se battaient bec et ongle pour dire il y a trop de systèmes. Ce qu'on veut choisir pour génération 4, c'est 2, 3 maximum. Et croyez-moi, il y a eu des réunions très houleuses pour dire non, c'est pas suffisant, il faut un éventail plus large. Voilà. Donc je connais l'histoire puisque j'y ai participé étroitement. Donc tout simplement pour dire que le CEA n'était pas... C'est vrai qu'il y a eu des choix à un moment qu'il fallait faire, ne serait-ce qu'en défaveur des réacteurs haute température, que j'aime beaucoup également, où il a fallu choisir, on a abandonné le programme sur les réacteurs pour des raisons, tout simplement, c'est peut-être triste à dire, mais budgétaires, de même que les RSF ont été abandonnés aux États-Unis, je le rappelle, à la fin des années 70, fin des années 60, pardon, 69, parce qu'il fallait faire effectivement des choix. Il y a des budgets limités et on voulait mettre le paquet, peut-être à tort, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais sur les réacteurs à neutrons rapides. Et d'ailleurs, au passage, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Il n'y a pas de contradiction avec nous. Je me suis mal expliqué alors dans mon exposé. J'ai pas dit que il y avait contradiction ou opposition entre les réacteurs à neutrons thermiques à réacteurs à sel fondu avec les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Ce que je voulais dire, c'était les réacteurs à neutrons rapides, combustible solide, refroidis au sodium. Mais je sais très bien que les réacteurs à sel fondu peuvent fonctionner, et c'est même peut-être mieux, en neutrons rapides. C'est mieux, il y a moins de pertes. Enfin bon, je ne vais pas faire le truc. Donc il faut que ce soit bien clair. Donc je ne crois pas qu'il y a eu un ostracisme contre les réacteurs à sel fondu. Il y a tout simplement, voilà, je rappelle que c'est quand même, c'est des équipes du CEA qui ont contribué énormément au choix des systèmes de génération 4 et que le réacteur à sel fondu a été presque sauvé. Voilà. J'ai juste donné... J'ai ça parce que ça, il y a eu, j'ai envie de dire, une espèce d'injustice. Bon, c'est un choix politique, il a été extrêmement tranché. Bon, les gens, il faut voir, enfin les gens, vraiment, on a laissé les gens sans rien. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse, la manière dont et je pèse le mot, hein, dont on a géré l'arrêt de Superphénix pour les gens qui travaillent dedans. On leur a dit, c'est bon, c'est terminé, vous allez faire autre chose. Et là, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, à un moment, le CEA s'est dit, on refait ça. C'est là où on a nos compétences. Et on nous a arrêté de manière injuste cette machine. Donc on repart sur le concept qu'on sait faire en disant le concept politique est plus favorable, donc on y va. Et donc d'où là-dessus. Bon, c'est une interprétation. Hein. Et bon, on est reparti. Donc le CEA est reparti là-dedans. Bon, il se trouve que c'était maintenant il y a 20 ans que les générations évoluent. Donc 20 ans, c'est la moitié d'une carrière. Qu'il y a beaucoup de ces personnes qui sont quand même parties en retraite, beaucoup des décideurs qui ne sont plus au CEA. Et qu'il y a une nouvelle génération de gens qui arrivent, qui ont été formés à Internet, qui ont accès à beaucoup de connaissances, qui ne croient pas forcément tout ce qu'on leur dit et qui vont chercher par eux-mêmes l'information. Je pense que tout ça fait en sorte que la question du doute revient, et moi je trouve qu'elle est très bien. Quoi. Merci. Question. Oui, deux questions s'il vous plaît. L'une sur ce qu'a dit M. John Lurie sur le charbon. Pourquoi se comparer au charbon? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on accepte, avant de battre économiquement le charbon, d'utiliser le charbon pendant un temps donné, avec toutes les conséquences négatives que ça a? Et la deuxième question à son voisin, qui a parlé de tourner le bouton à fond, si j'ai bien compris, c'est-à-dire de passer d'un kilowatt à 1 gigawatt très rapidement. Apparemment, le réacteur à sel fondu le permet. Ça veut dire le réacteur, lui, reste vivant.
Mais j'ai cru comprendre que le réseau électrique, lui, il sautait, donc, ou en tout cas l'environnement du réacteur. Donc c'est la question de la malveillance, en fait. J'ai cru comprendre en vous écoutant que piloter une centrale nucléaire actuelle, c'est très complexe, donc finalement c'est très difficile, voire impossible à pirater. Tandis que le réacteur à sel fondu, est-ce qu'il il ne serait pas victime, de ce point de vue-là, de sa facilité d'utilisation? Je réponds par rapport au charbon. Il y a aujourd'hui plus de 1 milliard d'humains sur la planète Terre qui n'ont aucun accès à l'électricité, qui ont une pauvreté énergétique. Et ces gens qui sont petit à petit dans les pays en voie de développement, dans les pays qui sont encore pauvres, quand ils regardent leur choix énergétique, pour eux, le premier facteur, c'est le coût. Et ce qui coûte le moins cher, pour faire de l'électricité à grande échelle, c'est le charbon. Et donc, tant que les autres sources d'énergie, que ce soit les renouvelables avec stockage, ou le nucléaire, ou le géotherme, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, tant que ces solutions énergétiques ne sont pas compétitives avec les fossiles, et notamment le charbon, ces gens-là continueront à brûler le charbon. C'est une question de marché. Parce que les gens sont dans des situations désespérées, de pauvreté, c'est de la vie ou la mort. Et donc, ils se tournent vers la source d'énergie le moins cher. Entendu. Daniel, peut-être la réponse. Ouais, donc, faut pas comprendre ce que j'ai montré comme étant quelque chose de faisable. Jamais on passera de 3 kW de 1 kW à 3 gigawatts. C'est physiquement pas possible. Rien que les pompes qui doivent se mettre en marche, c'est pas possible, elles ont une inertie. Dans le design, forcément, elles auront une inertie de l'ordre de 30 secondes, c'est généralement ce qui est choisi. Et donc, en 30 secondes, on n'atteint pas la criticité prompte. On a juste voulu... Je parlais de la malveillance, hein, ouais, la question de la malveillance. Mais même avec la malveillance, c'est pas... Voilà, même avec la malveillance, on peut... Voilà. Moi, j'en sais rien. S'il y a l'inertie des pompes, les gens ne peuvent pas le faire, et même avec... Je vois pas quelle malveillance quelqu'un... Déjà, on est dans une situation, pour arriver à... Il faut comprendre qu'on a essayé de trouver une situation accidentelle. On n'arrive pas à trouver des situations qui font que le réacteur a vraiment un problème. On essaie de trouver comment on pourrait éjecter de la matière radioactive dans l'environnement. Mais on n'y arrive pas. Donc on avait trouvé ce chemin-là, et j'avoue qu'avant qu'on fasse ces calculs, j'ai dit, mais il ne se passera rien. Et ça me paraissait tellement évident, je ne savais pas que ça avait déjà été fait. Et donc, en fait, effectivement, le réacteur, il réagit très très bien à ce genre de choses. Mais dans la réalité, lorsqu'on construira un réacteur, ce ne sera même pas possible d'essayer de le faire. Il y aura une inertie des pompes, il y aura... Donc voilà, faut pas s'inquiéter pour ça. Il n'y aura pas de... Alors, par contre, la malveillance, c'est quand même quelque chose d'important, la malveillance, parce que ça veut dire qu'en fait, que quand on fait une analyse de sûreté, on ne se pose pas la question de savoir comment ça se passe. Et donc, y compris, il peut y avoir de la malveillance. Et dans cet exercice-là, c'est de la malveillance. Donc, y compris, chaque fois quand on fait une étude, on se dit, on pourrait se retrouver dans cette situation-là. On ne sait pas comment, ça peut être un aléa climatique, ça peut être un terrorisme, ça peut être n'importe quoi, mais on s'est retrouvé dans cette situation, et on regarde comment ça se passe, et est-ce que, même dans cette situation-là, il n'y a pas de conséquences. Voilà, c'est comme ça qu'on fait l'analyse. Question. Oui, une question. Donc, effectivement, pour Daniel Hoyer, est-ce qu'il y a une collaboration pour le MSFR donc avec EDF et le CEA? Est-ce que vous avez donc des accords, des financements, ou est-ce que vous êtes complètement donc autonome? C'est une première question. Et deuxièmement, effectivement, côté France, est-ce qu'on a aujourd'hui un projet concret de réacteur à sel fondu? Et est-ce qu'on va en parler notamment aux journées WNE donc, qui ont lieu donc fin juin? Où en est-on en France? Alors, historiquement, on a commencé avec EDF. Et donc, Dominique, quand tu dis que tu as participé à Gen 4 pour mettre les réacteurs à sel fondu dedans, EDF aussi y était.
et ont aussi assisté là-dessus. J'ai participé aux études avec EDF en 81. Voilà. Donc, mais ensuite, EDF avait repris pour faire un incinérateur, ça s'appelait Amster, et donc on a travaillé avec eux au début des années 2000. Ça a duré quelques années, et puis ensuite EDF a un peu laissé tomber. On a eu quelques actions avec le CEA, jusqu'à 2012, le discours de Chirac disant on va refaire un réacteur à neutrons rapides caloporté sodium, et là le CEA a complètement tout bloqué, il n'y avait plus que ça qui existait, et donc on n'a plus du tout d'interaction avec eux à ce moment-là. Donc nos financements sont le CNRS, donc de 2004 à 2012 on avait des financements pour des études académiques que je trouvais très bonnes. On avait en gros 250 000 € par an d'argent frais, et on a estimé à 2,5 millions par an avec les salaires, etc. Donc on avait quand même de quoi travailler. C'est ce qui nous a permis de concevoir ce nouveau concept de réacteur, parce que le MSFR, c'est quand même un concept nouveau. Il n'a rien à voir avec, à part que c'est un combustible liquide, il est vraiment très très différent des autres concepts. Et on a aussi des projets européens. Donc on a eu un programme EVOL qui était d'1 million d'euros en relation avec la Russie, un programme qui s'appelait Mars. Et donc on a travaillé avec les Russes et ça a été très très bénéfique. Eux, ils ont un réacteur à sel fondu qui s'appelle Mozart, qu'ils étudient au même niveau qu'on étudie le MSFR. Et actuellement, on a le projet Samofar, qui est un projet européen de 3,5 millions d'euros, qui est dirigé par Delft, aux Pays-Bas, et qui, dedans, il y a des Italiens, il y a des Français, il y a... je ne sais plus trop, enfin, moi, je ne sais jamais trop tout ça. Non, il n'y a pas d'anglais. Non, il n'y a pas d'anglais. Et au niveau français, il y a l'IRSN, EDF, Areva à l'époque, donc maintenant c'est Framatome, et le CEA. Mais le CEA, pas le CEA normalement d'EM, le CEA nucléaire, non, c'est l'IRFU. Mais pour répondre à la question, la réponse est non. Il n'y a pas de projet aujourd'hui de recherche français sur les réacteurs à sel fondu. Donc ce ne sera pas présenté. Donc, et vous avez entendu les montants qu'a dit Daniel, c'est peanuts. C'est peanuts. Voilà, okay. En Chine, il y a 700 chercheurs, ingénieurs, scientifiques, etc., qui travaillent sur le programme de réacteurs à sel fondu. En fait, le réacteur chinois, ils ont changé de fusil d'épaule parce qu'ils devaient faire un réacteur combustible solide et ensuite un liquide. Et ils ont changé, hein, ils vont faire le liquide d'abord, c'est plus avantageux. Et le budget pour la phase 1 de leur recherche, qui est depuis 2012 ou 13, je crois, est de 500 millions de dollars. Et il a été annoncé fin de l'année dernière, je crois, une deuxième phase qui serait de 3,3 milliards de dollars. Alors, je pense que cette phase n'est pas encore engagée, je n'ai pas les informations. C'est un tiers de PR, quoi. Voilà, c'est ça. Et avec ça, on peut aller construire des réacteurs. Alors, les autres financements, c'est les États-Unis. Donc, il y a plusieurs startups aux États-Unis, mais il y a TerraPower, qui est financé par Bill Gates. Il y a Transatomic, aussi partie financée par Peter Thiel, le fondateur de Facebook. Il y a Terrestrial Energy, qui est au Canada et qui ont un mélange de financement public et privé, avec encore juste, il y a quelques jours, des annonces de soutien du gouvernement américain aussi, des États-Unis. Donc, en Amérique du Nord, il y a de l'argent qui va dedans, hein, clairement. Et en Europe, zéro. Enfin, peanuts, rien. Donc, l'Europe est en train de prendre un sérieux retard sur cette technologie. Et c'est en grande partie à cause du dogmatisme dans la filière nucléaire européenne. Bonjour. Vous avez parlé de petits réacteurs modulaires. Donc déjà, est-ce que c'est compatible? Je ne me rappelle plus un peu sel fondu ou quels sont les problèmes. Et est-ce que vous avez aussi parlé de la comparaison avec Elon Musk? Et est-ce que économiquement, est-ce qu'il peut y avoir des montages privés start-up, le modèle start-up, qui pourraient faire de l'énergie dans ce sens-là? Et est-ce que Superphénix, est-ce que c'est redémarrable techniquement, au point de vue technique, est-ce que c'est redémarrable comme ça? J'ai envie de répondre à ça.
J'ai dit un de mes paradigmes que j'ai parlé là tout à l'heure, c'est la différence entre ce qui est faisable et ce qui est viable. Pour marcher dans un marché, il faut qu'un produit soit attractif pour le marché, pour le public, pour les investisseurs. Donc un Super Phoenix est tout à fait faisable. On l'a fait, ça a marché, très bien, etc. Mais il est cher. Il faut le dire. Donc il faut toujours mesurer la valeur de la machine contre son coût. Et c'est là où les réacteurs sel fondu a un vrai rôle à jouer, parce qu'à travers la modularité, donc aller construire des choses en usine, comme on fait pour tous les autres produits sur la planète, à travers cette modularité où je peux venir avec un unité cœur, je le mets dedans, quand je l'ai fini, je l'enlève, je mets un autre, quoi, ce qui est complètement inenvisageable avec la technologie actuelle, on peut aller chercher des réductions très importantes de coûts. Et si on peut faire ça, on peut commencer à être compétitif dans le nucléaire avec les autres sources d'énergie. Et là, on change complètement le monde. Un mot sur Super Phoenix. Le réacteur lui-même, Super Phoenix, est évidemment pas redémarrable. Non seulement il n'est pas redémarrable, il est en train d'être démantelé, donc clairement, il n'y a aucun... Une petite chose quand même, j'essaie en 30 secondes. L'avenir de la surgénération, tout ce qu'on a dit, 2080, etc., ce n'est pas l'avenir des réacteurs à neutrons rapides, c'est surtout le besoin de surgénération. C'est-à-dire que le besoin de surgénération, quand je dis le besoin, l'attrait de la surgénération, c'est quand il n'y aura plus assez d'uranium. C'est comme si vous aviez le pétrole, si vous voulez, le besoin d'inventer un combustible 100 fois meilleur que le pétrole, bon, je ne sais pas si ça existe, mais ne se fait pas sentir aujourd'hui parce qu'il y a assez de pétrole, d'accord, même si un jour il n'y en aura plus. Pour l'uranium, c'est pareil. Aujourd'hui, d'abord parce qu'il y a un ralentissement des programmes nucléaires, bon, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire là aussi, mais enfin, pendant un moment, on croyait qu'on n'aurait pas assez d'uranium. Dans les années 80, j'ai participé à toutes les études. La motivation essentielle du développement des réacteurs à neutrons rapides, c'était la surgénération. Et on disait la surgénération n'est possible qu'avec des réacteurs à neutrons rapides fonctionnant au plutonium. Ce qui est encore assez vrai aujourd'hui, d'accord, techniquement. Donc la seule façon de faire de la surgénération, encore une fois, multipliée par 100, le potentiel de l'uranium, c'est comme si, encore une fois, avec un litre d'essence, vous faisiez 100 km au lieu de faire 1 km. Quoi. C'est-à-dire, ça bouleverse totalement l'avenir de l'énergie nucléaire. Il faut quand même bien le voir, ça. 1. 2, c'est techniquement possible, on l'a montré. Avec Phoenix, c'est pas un rêve de savant fou, d'accord? C'est possible, non seulement sur le papier, mais techniquement, on l'a fait. Il y a eu 14 réacteurs à neutrons rapides au sodium dans le monde, donc aux États-Unis, en Inde, partout. Maintenant en France, donc c'est faisable. Le besoin aujourd'hui, dans la situation en 2018, est beaucoup moins, je vais arrêter parce que sinon j'en ai, est beaucoup moins, c'est moins attirant, quoi, parce qu'on a assez d'uranium, le nucléaire s'est ralenti, il faut le dire, il y a même des mines d'uranium qui ferment, quoi, parce que l'uranium est à un prix très bas. Et donc, il y a moins de besoin d'attirance. C'est pour ça qu'on jette 2080. Il n'y a aucun document officiel. De toute façon, la date, c'est comme l'horizon. La date recule au fur et à mesure qu'on s'en rapproche. C'est-à-dire qu'avant, c'était en 1980. Je me souviens, j'étais quand même au CEA et dans les études là-dessus. On disait, à partir de 2000-2010, on sera étranglé, il n'y aura plus assez d'uranium, il y aura besoin de surgénération. Donc, il faut développer, il faut savoir que la situation a totalement changé aujourd'hui. D'abord, on a découvert plus d'uranium. Ensuite, le nucléaire, c'est moins fondu. Juste une question au CEA, parce que moi j'ai fait 40 ans de ma carrière au CEA, donc je connais bien, et j'étais administrateur salarié pendant 9 ans. Donc je voulais savoir quelle était la proportion du budget du CEA qui est justement dédié à ces recherches. Est-ce que vous savez? Attends. Alors là c'est intéressant, Attention. Alors ça a démarré, moi, dans mon département en janvier de l'année dernière. Globalement, j'ai dû passer entre 2 feuilles de papier. C'est-à-dire que pour l'instant... Non mais attendez. Il faut bien voir aussi qu'on démarre. Moi, c'est ce que je disais à John et Daniel, on en parle aussi depuis qu'on s'est rencontrés. Vous avez rencontré quand il y a 3 mois 4 mois 3 mois, 4 mois. Je veux dire,
actuellement, je veux dire, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. C'est-à-dire, en fait, quand je vous expliquais la temporalité qui s'est extrêmement accélérée dès qu'on parle de ce sujet-là, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est notable. Lancer des projets nouveaux au CEA, mais c'est 1 an de préparation pour commencer à ce que les gens se mettent à cette idée-là. Et puis après, espérer avoir 0,1 moment. 0,1 moment, je vous précise, c'est 1 mois de travail. C'est un truc de dingue. Hein. Donc par an, en imaginant que ça monte, et puis que ça monte. Là, la pente, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait... Parce que vous êtes dangereux, c'est pour ça qu'on vous surveille. Mais non, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que les réacteurs à sel fondu... Vous êtes un tueur de bénéfices. Non, mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est que les réacteurs à sel fondu, au contraire, créent l'engouement. Et l'engouement extrêmement étonnant de personnes dont on aurait, moi personnellement, dont je n'aurais jamais cru, à l'interne CEA, qu'ils diraient oui, au contraire, allons-y, on va faire ça. C'est juste un truc incroyable. Moi personnellement, depuis 1 an, je vis une expérience professionnelle absolument incroyable. Et combien de personnes sont engagées dans ces études? Mais on n'en sait rien aujourd'hui. Non mais attendez, il y en avait, il y en avait 0 en janvier. Au mois de septembre, il y avait déjà 4-5 personnes qui disaient on va faire ça. Après, il y avait, enfin, je veux dire, chaque mois, on peut considérer qu'il y a déjà 3, 4, 5, 6 personnes en plus. Là, on vient en plus d'avoir l'autorisation de démarrer une thèse en chimie, d'avoir quasiment le financement, on est quasiment sûr de l'avoir. C'était quelque chose, je vous dis ça s'est décidé cet après-midi dans ma bagnole. Parce que j'utilise ma voiture comme salle de réunion. Et donc du coup, mais je veux dire, il y a 15 jours, c'était inenvisageable, c'était un sujet qui n'existait pas. On l'a posé sur la table à la réunion du 7. Bon, je veux dire, voilà, on a passé un coup de fil. Et bien, pof, c'est accepté. Et actuellement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, dans 1 an, je ne peux pas vous dire. Alors, autre question. Pour faire un peu de communication aussi, c'est qu'il existe, depuis quelques mois maintenant en France, une association pour les gens qui sont intéressés par cette technologie de réacteur à sel fondu. L'association s'appelle Progrès Nucléaire. C'est la première association de ce type en France. Et donc, si vous pouvez passer le message que, voilà, si les gens qui sont passionnés par ça, il y a une association qui existe où on peut apprendre plus. L'autre chose, c'est que dans quelques semaines, il y a le World Nuclear Exhibition. Et donc, au World Nuclear Exhibition, il y aura 3 entreprises start-up sur les réacteurs à sel fondu qui seront présents. Donc, Moltex Energy, Terrestrial Energy et un petit start-up de Copenhague qui s'appelle Seaborg Technologies. D'après Glenn Seaborg. Et le World Seaborg. Donc Moltex, Terrestrial, Seaborg. Les trois startups. Le World Nuclear Exhibition, c'est à Paris-Villepinte entre mardi 26 et jeudi 28 juin. Sur Internet, WNE, l'entrée est gratuite, voilà. C'est le salon du Bourget du nucléaire. Je peux vous inviter, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais si vous voulez parler à des gens qui sont financés, qui sont en train de développer cette technologie aussi, ils seront au World Nuclear Exhibition. Et moi, j'attends beaucoup d'un déjeuner débat qui aura lieu au World Nuclear Exhibition, où seront présents ton chef, François Gaucher, et voilà, et 2 startups de réacteurs à sel fondu. Donc on va parler entre Astrid, dans la génération 4, et Moltex Energy et Terrestrial Energy, qui tous les deux développent des réacteurs à sel fondu. Ça promet d'être un débat très passionnant. Alors, on peut avoir des invitations alors? Oui, c'est gratuit, mais moi je suis exposant pour Progrès Nucléaire, je suis exposant sur le World Nuclear Exhibition. J'ai un code invitant que je peux donner à qui veut. Il y a une question? Oui, la dernière question. J'ai lu qu'une start-up danoise visait de sortir un réacteur en 2020 qui va incinérer des déchets de longue vie pour les ramener à 300 ans. Alors, des actinimineurs, sans doute. Oui. Est-ce que vous savez quelque chose là-dessus? Alors, ça fait plusieurs fois qu'on me parle de ça, mais j'ai jamais rien vu sur cette société, donc je ne sais pas ce qu'il en est vraiment. Ceci dit, effectivement, on peut, avec un réacteur à sel fondu, réduire les déchets actuels qui sont essentiellement, c'est des actinides qui nous posent problème. On peut les fissionner dans un réacteur à sel fondu, un incinérateur, et ne faire que des produits de fission dont la durée de vie est de quelques centaines d'années. Voilà. Ce qui n'est pas possible là-dedans, c'est de le faire en 2020.
Il faut voir, et ça c'est totalement infaisable. Là. Un réacteur nucléaire, c'est une dizaine d'années, à peu près, pour le développer. Si on met en France un paquet sur les réacteurs sel fondu, on peut avoir des réacteurs sel fondus dans 10 ans. Mais c'est pas possible. Je voudrais aussi dire que ce sujet, visiblement, passionne beaucoup les gens. Et je pense qu'on peut féliciter le groupe professionnel de Centrale Énergie d'avoir programmé cette conférence ce soir. Nous ne sommes pas très nombreux, mais je sens dans la salle qu'il y a un vrai intérêt et une passion pour cette question. Et ça, c'est super. Ouais, je voulais juste préciser une chose. L'incinération de ces déchets passés à une durée de vie plus courte est impossible dans un réacteur à combustible solide. Ah oui, C'est pour ça qu'on l'a jamais fait. Bien, ben écoutez, merci à tous. Nous allons arrêter. Merci pour votre